Bonjour chers stagiaires. Aujourd'hui nous allons voir l'implémentation de serveurs FTP. Donc le protocole FTP pour File Transfer Protocol est un protocole de transfert de fichiers. Le protocole FTP définit la façon selon laquelle les données doivent être transférées sur un réseau TCP/IP. Le protocole FTP permet de partager les fichiers entre deux machines distantes. Il permet entre autres une indépendance au système de fichiers des machines clients et serveurs. Donc, elle est indépendante du système d'exploitation et du système de fichiers. Il permet de transférer des données de manière efficace. Donc, le FTP travaille selon le modèle suivant. Donc, il travaille selon le modèle client-serveur. Donc, le FTP présente deux canaux. Donc, le canal de contrôle et un autre canal de données. Donc, le canal de contrôle permet de faire passer les commandes FTP et leurs réponses. Donc, User PI, donc l'interpréteur de protocole utilisateur, il interagit avec le serveur PI en utilisant le canal de contrôle. Donc, cet canal, il permet de transférer les commandes FTP et les réponses FTP. On a aussi User DTP et Server DTP. Donc, ces deux entités, ils communiquent en utilisant le canal de données. Donc, pour le chargement et le téléchargement de fichiers, on utilise le canal de données. Donc, le canal de contrôle, le premier canal, donc c'est le chemin de communication entre User PI, l'utilisateur, et le Server PI pour l'échange de commandes et de réponses à des commandes. Cette connexion utilise le protocole Telnet. Donc, les commandes, elles passent en message clair entre le client et le serveur. Le canal de données, donc deuxième canal, donc il présente une connexion bidirectionnelle full duplex sur laquelle les données sont transférées. Les données sont transférées peuvent être une partie d'un fichier, un fichier entier ou plusieurs fichiers. Cette connexion s'établit entre un serveur DTP et un user DTP. Donc, les modes de connexion FTP. Donc, FTP présente deux modes de connexion. Le premier mode, c'est le mode FTP actif. Le premier mode, c'est le mode FTP actif. Comment fonctionne ce mode? Donc, c'est le mode par défaut des clients FTP. Donc, par défaut, le FTP travaille avec le mode actif. Donc, comment ça se passe en mode actif? Le client établit dans un premier temps une session TCP sur le port 21. Donc, c'est le client qui initie la session sur le port 21 de serveur. Donc, c'est-à-dire le canal de contrôle. Une fois la session elle est établie et l'authentification FTP acceptée, c'est le serveur qui établit une session TCP avec le port source 20 vers un port dynamique de client. Donc, dans la première session, il y a l'établissement de canal de contrôle. Donc, c'est le client qui établit cette session. Donc, c'est le premier qui initie cette session sur le port 21 du serveur. Donc, une fois le canal de contrôle est établi, donc c'est le serveur cette fois-ci qui établit une session TCP sur le port 20 vers un port dynamique de client. Voilà un schéma explicatif. Dans un premier temps, c'est le client qui ouvre le canal de contrôle vers le port 21 du serveur. Une fois le canal de contrôle est établi et l'authentification est effectuée, c'est le serveur maintenant qui ouvre une session sur un port dynamique de client en utilisant le port 20 pour établir le
data channel ou bien le canal de données. Voilà, donc vous voyez, donc c'est le client qui établit la session de contrôle vers le port 21 du serveur. Donc le client avec un port dynamique initie la session de contrôle sur le port 21 du serveur, la réponse du serveur à cette phase-là. Donc le canal de contrôle est établi. Une fois cette phase est terminée, cette fois-ci c'est le serveur en utilisant le port 20 qui tente d'établir le canal de données sur un port dynamique de client. Et voilà, la session elle est établie. Donc ce mode-là est appelé le mode actif. Pourquoi le mode actif? Parce que c'est le serveur qui initie le canal de données. Le deuxième mode, il s'appelle le mode passif. Donc le mode passif. Donc il faut garder en mémoire que le mode passif est conseillé à partir du moment où les clients peuvent se trouver derrière un pare-feu. En effet, dans ce mode, toutes les initiations de session se font à partir de clients. Vous voyez que ce mode, le mode passif, il est conseillé dans le cas où les clients se trouvent derrière un pare-feu. Donc, dans le cas où, bien dans les situations où les clients se trouvent derrière un pare-feu, donc le mode passif, il est conseillé. Pourquoi? Parce que toutes les initiations de session se font à partir de clients. Vous voyez tout à l'heure que le client, le mode actif, le client a initié le canal de contrôle, mais il n'est pas établi, ou bien il n'est pas initié le canal de données. Donc, dans ce mode, le mode passif, c'est le client qui initie toutes les sessions, c'est-à-dire il initie le canal de contrôle et le canal de données. Donc, voilà un schéma explicatif. Donc, vous voyez que le client, il va initier le contrôle, le canal de contrôle sur le port 21 du serveur. Donc, une fois le canal de contrôle est établi, c'est le client à nouveau qui va tenter de créer ou bien initier le canal de données sur un port dynamique de serveur. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, donc le client, il va utiliser un port dynamique pour ouvrir, pour initier le canal de contrôle sur le port 21 du serveur. Donc, une fois le canal de contrôle est initié, donc le serveur, il va écouter sur un port dynamique et le client va initier le transfert vers ce port dynamique de serveur. Et voilà, donné, le canal, il est établi. D'accord? Donc, pourquoi le mode passif est utilisé dans le cas où les clients se retrouvent derrière un pare-feu? Parce que normalement, un pare-feu, dans la plupart des temps, il va bloquer les requêtes entrantes. Donc, toutes les requêtes entrantes de serveur vers les clients, elles seront bloquées. Par contre, le firewall, il peut autoriser les requêtes sortantes. Donc, c'est pourquoi ce mode, il est conseillé dans le cas où le pare-feu est mise en place. Donc, arrivons maintenant à la partie de pratique. Côté serveur, nous allons utiliser le package VSFTPD, donc Very Secure FTP, Very Secure FTP. Le fichier de configuration, c'est là. Donc, laissez-nous passer au TP. Voilà, donc cette machine, c'est le serveur. Donc fconfig np0s3. Voilà, donc l'adresse du serveur, c'est 192.168.1.1. Donc on va installer le package. Donc cd/run media, le nom d'utilisateur, le nom de l'ISO, le chemin des packages, et on lance la commande rpm-ivh vsftpd, et voilà.
Voilà. Donc, on vérifie RPM-QA grep VSFTP. Et voilà. Donc, le package, il est installé sans problème. Donc, on démarre le service. Donc, start VSFTP D. On affiche son statut. Voilà, donc il est actif. Donc, pour démarrer le service, un démarrage permanent, c'est-à-dire même si la machine redémarre, le service démarre lors de démarrage de la machine, on utilise la commande systemctl enable vsftp. Voilà. Donc, normalement, on doit désactiver le pare-feu avec la commande systemctl stop firewall day, ou bien on peut ajouter le service FTP comme un service autorisé dans le pare-feu. Firewall cmd permanent add service égale à FTP. Voilà. Donc, on redémarre le service firewall t. Donc, firewall cmd reload. Et clear. Donc, on teste avec un client, on passe la deuxième machine. Voilà l'adresse IP de la machine, c'est 1.2. Donc, bien sûr, on va tester la communication entre le client et le serveur. Après, on teste l'accès FTP avec le navigateur. Donc, pour accéder, on fait FTP et l'adresse de serveur. Voilà, donc vous voyez qu'on a accès direct au serveur. On a accès le répertoire pub. Vous voyez, donc normalement, l'accès au serveur FTP, il doit être authentifié. Donc ici, on a accédé directement sans... Donc le serveur, il n'a pas demandé ni de mot de passe, ni de login, ni de mot de passe. Donc ça, c'est un accès anonyme. C'est-à-dire accès anonyme. C'est-à-dire sans utiliser ni login, ni mot de passe. Donc on va modifier cette configuration au niveau du serveur parce que ça, c'est un défaut de sécurité. Donc, on lance le fichier de configuration avec la commande vim/etc/vsftpd et vsftpd.conf et on modifie la ligne de Anonymous Enable. Vous voyez, donc cette ligne, il permet d'autoriser les connexions anonymes. On va rendre le paramètre No. Donc, on enregistre et on redémarre le service et on teste à partir de client. Vous voyez qu'il nous faut un login et un mot de passe. Donc, pour tester, on crée un utilisateur, ou bien deux utilisateurs à partir de serveur. Donc, avec la commande user add. Donc, user FTP1 et user add user FTP2. On attribue les mots de passe aux utilisateurs. Et même principe pour le deuxième
utilisateur. Pardon. Voilà. Donc, on va se connecter avec le premier utilisateur, donc SU user FTP1. Donc, PWD. Donc, on va changer le répertoire vers le répertoire de cet utilisateur, user FTP1. Donc, PWD. On est positionné dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur user FTP1. Donc, on va tester maintenant l'accès à partir de client. Donc, user FTP1 avec son mot de passe. Voilà. Donc, vous voyez que le répertoire est le vide. Donc, il nous a donné un répertoire qui est vide. Donc, normalement, on est positionné dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur avec qui on a fait l'accès. Donc, avec le répertoire d'accueil de user FTP1. Donc, pour tester, on va créer un fichier dans ce chemin. Donc, avec la commande touch, file, user FTP1. Donc, à partir de client, on va actualiser et voilà. Donc, comme vous pouvez constater, on peut accéder. D'accord? Donc, on peut tester l'accès avec le deuxième utilisateur. Donc, FTP 192.168.1.1. Je pense qu'on doit redémarrer le service ici. Donc, système CTL, Rostat, VS, FTP, T. Système. Donc, excusez-moi, on se connecte avec le compte route et on teste à partir de client l'accès avec le deuxième utilisateur. Donc, user FTP2. Voilà. Donc, on a accès avec le deuxième utilisateur. Bien. Donc, maintenant, on a testé l'accès avec l'interface graphique. On va tester l'accès cette fois-ci avec les commandes. Donc, c'est pour ça on va installer un package de client FTP. Donc, cd/run media, le nom d'utilisateur, le nom de l'ISO, voilà, donc ls, cd, on accède au dossier de package et on lance la commande rpm-ivh lftp. Donc ça, c'est le package de client FTP. Voilà, donc elle est installée. Donc pour accéder au serveur FTP avec des commandes, on fait la commande lftp -u. On donne le nom d'utilisateur, donc FTP, bien user FTP1 et l'adresse du serveur 192.168.1.1. Le mot de passe de l'utilisateur et on est connecté. Donc pour afficher la liste de fichiers le fichier de répertoire de l'utilisateur connecté, on fait la commande ls et voilà notre fichier.
Donc, pour sortir, on fait quitte. Donc, pour tester avec le deuxième utilisateur, donc on va créer un fichier dans le répertoire du deuxième utilisateur avec la commande touch. Donc, /home /user ftp2 /file user ftp2. Et on teste l'accès en utilisant le deuxième utilisateur. On fait un ls et voilà, donc on a le fichier de deuxième utilisateur. Donc pour quitter, on fait quitte. Le paramètre suivant que nous allons tester, c'est write enable. ftpt, donc ls, on fait vim, ftpt.conf et on cherche write enable. Voilà. Donc ce paramètre permet d'affecter les droits. Donc soit de lecture seule ou bien de lecture plus écriture. Donc si on configure ce paramètre sur yes, c'est-à-dire que le client connecté avec le FTP, il peut lire et écrire dans son répertoire. Donc si ce paramètre est configuré sur no, donc le client peut seulement lire le contenu de son répertoire. Donc maintenant, le paramètre est configuré sur lecture et écriture. Donc on va tester ça. Donc on va créer quelques fichiers dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur user ftp1. Donc on fait touch /home /user ftp1 / on va créer file 1 serveur. Donc file 1,2,3. Donc on crée 3 fichiers dans le répertoire d'accueil du user ftp1 sur le serveur. Donc on vérifie avec ls /home /user ftp1. Voilà, donc nos fichiers ils sont là. Donc file 1, file 2, file 3. Donc passons à la machine cliente. Donc on est connecté avec le compte root. Donc le contenu de répertoire d'accueil de compte root. On va créer quelques fichiers ici. Donc touch file 1,2,3. Mais cette fois-ci, ce sont les fichiers clients. Donc on fait ls/root. Voilà, donc file 1 client, file 2 client, file 3 client. Clear. On se connecte maintenant au serveur ftp-u user ftp1 192.168.1.1 le mot de passe. Donc on fait un ls. Vous voyez? Donc on a les fichiers présents sur le serveur. Donc si on fait point d'exclamation ls, donc ça va afficher les fichiers locaux. Donc les commandes tout court, elles sont exécutées côté serveur. ls, elle est exécutée côté serveur. Point d'exclamation commande, elle est exécutée côté client. Donc si on fait pwd, c'est une commande exécutée côté serveur. Vous voyez? Donc on est connecté le répertoire /home /user ftp1 sur le serveur. Si on fait point d'exclamation pwd,
ça va afficher le répertoire local. C'est clair. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de télécharger un fichier de serveur vers le client. On va essayer de télécharger un fichier de serveur, donc de serveur, vers le client. Donc la commande utilisée, c'est get. Donc si on fait get file 1 serveur, donc cette commande permet de télécharger ce fichier-là vers le client. On fait entrée. Voilà, donc le fichier, il est téléchargé. On vérifie avec ls. Pardon, on vérifie avec point d'exclamation ls. Et vous pouvez voir que file 1 serveur, elle est là. Donc, on peut télécharger plusieurs fichiers à la fois avec la commande mget. Donc, mget file 2 serveur et file 3 serveur. Donc, la commande permet de télécharger plusieurs fichiers à la fois. Donc, on fait entrée. Voilà, donc total de fichiers transférés. On fait point d'exclamation ls et vous pouvez voir que file 2 serveur et file 3 serveur sont téléchargés. Donc, même principe, si on veut charger des fichiers de client vers le serveur. Donc, les fichiers suivants sont existants sur le client. Donc, on peut charger des fichiers de client vers le serveur. Pour ça, on utilise la commande put. Donc, on fait put et le nom de fichier. Par exemple, on veut charger le fichier file 3 client. Donc, file 3 client, on veut charger ce fichier vers le serveur. On fait entrée, on vérifie avec ls et vous pouvez voir que file 3 client, il est transféré. On peut charger plusieurs fichiers à la fois avec mput. Par exemple, file 1 client et file 2 client. On fait entrée, donc deux fichiers transférés. On vérifie avec ls et voilà. Donc file 1 client et file 2 client, ils sont transférés. D'accord? Donc on peut même supprimer des fichiers à distance, donc puisqu'on a le droit d'écriture. Donc on fait rm file 1 étoile. Donc ça va supprimer tous les fichiers qui commencent par file 1. Donc normalement, les fichiers file 1 client et file 1 serveur vont être supprimés. Donc on fait entrée. Voilà, donc je pense que c'est un problème de droit d'accès. Donc je vais essayer de régler les droits d'accès. Donc c'est hmod 777-r777 sur /home/user ftp 1. Donc on vérifie à nouveau. D'accord, on teste fichier par fichier. Donc delete rm file 1 client. Donc c'est supprimé. Donc rm par exemple, étoile client. Donc on va supprimer tous les fichiers qui se terminent avec client. Donc tous les fichiers de client. Donc je pense que l'opérateur étoile ne fonctionne pas. Donc on doit préciser, je pense, on doit préciser le nom de fichier. Par exemple, rm file 2 client. Donc ça marche. Donc rm file user ftp1. Donc c'est supprimé.
Donc rm file de serveur, c'est supprimé. Donc on doit préciser le nom de fichier. Donc on vérifie. Vous voyez, donc il ne reste que 3 fichiers. Donc on peut créer des répertoires à distance, par exemple mkdir rep, donc ls, donc le répertoire elle est créé. Donc maintenant on va modifier la configuration. Donc cette fois-ci dans write enable, on va la mettre sur no. Donc système ctl restart psftp donc kit donc clear lftp -u user ftp1 192.168.1. Donc ls. Donc maintenant on peut lire le contenu de fichier, donc sans problème. Donc on peut lire le contenu de répertoire sans problème. Mais est-ce qu'on peut faire la commande put? Donc on fait un ls en local. Par exemple, je vais charger le fichier file de server, par exemple. Donc put file de server. Voilà, donc permission denied. Donc on n'a pas le droit de charger. Mais est-ce qu'on peut télécharger? Par exemple, donc file 1 serveur, il existe, file 3 serveur, il existe. Donc je vais essayer de supprimer file 3 serveur, pardon. Donc rm file 3 serveur en local. Voilà, et je vais essayer de charger le fichier. Donc file 3 serveur. Donc un ls en local. Vous voyez que file 3 serveur, elle est chargée. Donc la deuxième configuration qu'on va tester, c'est les droits. C'est-à-dire je peux autoriser un utilisateur comme je peux refuser d'autres. Donc on accède au fichier de configuration vsftpd/vsftpd.conf. Donc dans dernière instruction, vous pouvez constater qu'il y a un paramètre qui s'appelle userList enable yes. UserList enable yes. Donc on sort, on se place dans le chemin /etc/vsftpd, on fait un ls et vous pouvez voir le fichier userList. Donc on affiche le contenu de ce fichier. Et vous pouvez voir, donc en lisant ça, vous pouvez voir que ces utilisateurs, ils ne peuvent pas accéder au serveur FTP. Donc for users that are denied. Donc si vous voulez refuser l'accès FTP d'un utilisateur, il suffit de l'ajouter à cette liste. Donc on va tester. On va ajouter l'utilisateur user FTP1 à la liste. Donc user FTP1. On redémarre le service.
système CTL Eurostars VS FTPD, donc système et on teste. Donc on a bloqué l'utilisateur user FTP 1. Donc on fait la commande lftp-u user FTP 1, l'adresse du serveur 192.168.1.1, le mot de passe ls. Voilà, donc permission denied. Donc on n'a pas le droit d'accéder avec user FTP1. Donc on sort et on teste l'accès avec user FTP2. Le mot de passe ls et vous voyez qu'on a toujours, donc l'accès il est autorisé. Donc la dernière configuration qu'on va tester, c'est, donc ici il y a un problème. Donc normalement ici on a accès le répertoire courant de l'utilisateur user FTP2, mais je peux accéder à d'autres emplacements. Donc si je fais un cd // et je fais un ls, voilà, donc je peux accéder à l'ensemble du système du fichier de serveur. Donc je peux accéder au / media ou bien /boot. Je fais un ls, voilà, donc je peux accéder /dev ls, voilà, donc je peux accéder à l'ensemble de systèmes de fichiers de serveur. Ça, c'est un problème de sécurité. Donc, pour restreindre l'accès seulement le répertoire d'accueil de l'utilisateur, donc on doit ajouter la configuration suivante. Donc, on accède toujours le fichier de configuration et on modifie ici. Donc, chroot local users. Donc, c'est pour restreindre l'accès seulement le répertoire personnel de l'utilisateur. D'accord? Donc, on enregistre notre configuration. On redémarre le service et on teste l'accès à partir du client. Donc, quitte, on efface l'écran et on se connecte avec l'utilisateur, deuxième utilisateur. Donc, ls. Donc, ici, je pense que c'est un droit d'accès. Donc, laissez-moi voir. Donc, on fait un ls-l sur home/user ftp1 ou bien ftp2. Voilà, donc là, je pense qu'il y a un problème d'accès, de droit d'accès. Donc, file user ftp, le user ftp2, le répertoire. Donc, l'utilisateur, même le propriétaire de cet utilisateur, il n'a pas le droit X. Donc, il ne peut pas accéder à son propre répertoire. Donc, je dois ajouter le droit X ici. C'est un autre droit, c'est chmod, donc 5.5. 0/home/user ftp2. On redémarre le service. On teste. Voilà. Donc on doit attribuer le droit 5.5.0. Donc on doit attribuer le droit RX et l'adresse, donc aucun droit. Voilà, donc maintenant, est-ce qu'on peut
se déplacer dans l'arborescence. Donc, je fais par exemple cd/boot. Voilà, donc c'est impossible. Donc, cd/dev, c'est impossible. Très bien. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci bien pour votre attention. Au revoir.